Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Madame, monsieur, bonjour, vous écoutez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 octobre et dans cet épisode, Jean-Luc Allongé évoque les inquiétudes relatives à l'activité commerciale dans les centres urbains. Le centre-ville n'a pas du tout intérêt à essayer de rentrer en concurrence parce qu'ils n'ont pas les mêmes atouts. Par contre, la gestion du centre-ville, ça doit être une gestion globale, c'est-à-dire on doit prendre tous les aspects de ce qui fait la richesse d'un centre-ville. Rue commerçante épuisée par l'arrivée des gros centres commerciaux, commerce à remettre en augmentation dans les centres-villes wallons et désenchantement de petits indépendants. Le portrait de l'activité commerciale urbaine est plutôt morose et alarmiste. Cependant, tout n'est pas perdu car le sujet est pris au sérieux en cette période électorale. La situation actuelle est-elle dramatique ? L'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Alors, dramatique, certainement pas, parce que si on voit ce problème-là à travers uniquement le volet commercial ou l'œil commercial, effectivement, on se dit, oulala, il se passe quelque chose dans les centres-villes, mais la plupart des centres-villes sont plutôt confrontés à des problèmes d'urbanisme qu'à des problèmes de commerce. Il y a une offre commerciale qui se développe et qui est spécifique au centre-ville, et donc les shopping centers de périphérie se sont développés, effectivement, c'était un choix du passé, mais ils sont là, ils fonctionnent. Et donc, à l'heure actuelle, les centres-villes se différencient des shopping centers de périphérie. Et ça veut dire quoi ? L'offre commerciale en Wallonie, elle n'a pas baissé, en fait ? En fait, au niveau de l'offre commerciale en Wallonie, il y a différents types d'offres commerciales. Il y a ce qu'on appelle le retail, en tout cas le commerce qui est surtout représenté par des retail parks, par des shopping centers, etc. Où là, ce qui est important, ce n'est pas l'activité commerciale, mais c'est plutôt le côté immobilier, le côté propriétaire, location de bâtiments commerciaux. Et donc, c'est un commerce intégré, c'est un commerce qui vise un maximum de personnes. Et donc, de ce côté-là, effectivement, on a un développement qui est essentiellement périphérique ou péricentral en Wallonie. Et les centres-villes ont gardé une activité relativement réduite dans ce type de commerce et ont développé plutôt du commerce indépendant. Et alors aujourd'hui, quand on se balade dans les centres-villes wallons, force est de constater quand même qu'il y a de plus en plus de cellules vides. Est-ce que ce n'est qu'un sentiment ou est-ce que ce sont des chiffres avérés ? Non, c'est une réalité. Donc tous les ans, on fait le relevé de l'offre commerciale dans les centres-villes. Et un des indicateurs, qui n'est sans doute pas l'indicateur le plus pertinent, c'est celui des cellules vides. Et donc on cite souvent le cas de Verviers qui atteint quand même 45% de cellules vides, même si ces 2 dernières années, ça s'est un peu amélioré suite aux inondations. Mais ces 45% représentent surtout l'incertitude qui a régné à Verviers. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un développement de périphérie, effectivement, ça génère une perte de l'offre commerciale du centre-ville. Ce n'est pas l'offre commerciale qui diminue, elle change d'endroit, elle déménage. Mais par contre, il y avait un projet de centre commercial qui devait se créer dans le centre-ville. Et donc, le promoteur a pris les options sur certains bâtiments qui sont restés vides à ce moment-là. D'autres porteurs de projets, d'autres propriétaires ont dit « Oulala, je vais attendre pour voir ce qui va se passer. Est-ce que le centre commercial va se faire ou pas ?» Et donc, entre ceux qui prennent des positions et qui attendent et ceux qui préfèrent ne pas bouger, ne pas investir tant qu'on ne sait pas ce qui va se passer, eh bien voilà, je pense que Verviers, qui a quand même encore 27% de son activité en pur shopping, donc c'est quand même une des 10 ou 12 meilleures villes en Wallonie, eh bien c'est l'incertitude qui a mis Verviers dans cette situation-là. Pendant plus de 15 ans, on ne savait pas si un centre-ville allait s'installer à 150 mètres du noyau commercial de centre-ville. Donc dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas bon pour le développement. Et alors aujourd'hui, la situation en Wallonie, du point de vue plus général, quelle est-elle ? On tourne autour de combien de pourcents de cellules vides ? Alors en moyenne, sur les villes wallonnes, on est à 20% de cellules vides. Et c'est un taux qui n'a cessé d'augmenter. On est parti d'à peu près 8 ou 9% en 1997-98. Et c'est un taux qui n'a jamais arrêté de monter, sauf
Au moment du Covid. Au moment du Covid, en 2020, 2021, 2022, on a vu arriver dans les centres-villes une nouvelle génération de commerçants indépendants, essentiellement des gens qui venaient d'un autre métier, qui viennent dans des métiers de niche, des commerces généralement très qualitatifs, recyclage, économie circulaire, des gens qui voulaient donner de la valeur à leur activité. Et donc, ils sont arrivés, ils ont occupé des espaces. Bien souvent, d'ailleurs, ils les ont achetés, ils ne les louaient pas. Et donc, on a vu une baisse des cellules vides avec cette arrivée de nouveaux commerçants. Par la suite, on a de nouveau, depuis 2 ans, une reprise à la hausse de ce pourcentage de cellules vides, mais qui est plutôt impacté par les fermetures, les faillites, les redressements judiciaires de grandes enseignes. Et donc, les grandes enseignes qui avaient un business model basé sur un ratio d'endettement assez élevé, et donc on mettait un maximum de magasins pour prendre beaucoup de parts de marché, et chaque fois qu'on avait un magasin, c'était des rentrées. Et donc, un ratio de dette fort élevé, lorsqu'on a le Covid, c'est pas bon, parce que le Covid, ça a été une chute de recettes. Et quand vous avez des dettes importantes et une chute de recettes, vous ne savez plus faire face. Et donc, c'est un business model qui s'est pratiquement effondré à cause du Covid, même si, même avant le Covid, ce modèle-là avait montré ses limites, parce qu'à certains moments, les magasins se cannibalisent l'un l'autre, et donc, ils sont de moins en moins rentables. Et est-ce que la situation est similaire à Bruxelles ou en Flandre, par exemple ? Alors, la situation est très différente à Bruxelles et à Anvers. Elle est un peu différente du côté flamand. Donc, du côté de Bruxelles, c'est relativement simple. Bruxelles est un tissu urbain tellement étendu qu'il est impossible de mettre un centre commercial en péricentrale, puisque le premier centre commercial va se trouver à Drogenbos, donc bien loin de l'hypercentre. Donc, un centre commercial de type les Bastions à Tournai ou les Grands Prés à Mons, enfin, les Dauphins à Moucron, je peux en faire un peu partout. Eh bien, à Bruxelles, c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas l'espace, il n'y avait pas les espaces vides, il n'y avait pas les terrains n'étaient pas disponibles pour le faire. Et donc, Bruxelles a une situation beaucoup plus homogène et les taux de cellules vides sont aux alentours d'une douzaine de %. Du côté flamand, on a des villes qui ont beaucoup mieux résisté à ce développement de commerce en périphérie dû à la concentration de la population. Et donc, on n'avait pas autant d'espaces vides disponibles. Et il faut dire aussi que l'aménagement du territoire et du côté provincial en Flandre était plus rigoureux, plus restrictif par rapport au développement de commerce. Et donc, la situation est moins préoccupante que pour les centres-villes wallons. Et est-ce que, justement, par rapport à la Wallonie, est-ce que c'est dû au fait que la Wallonie a insisté et a persévéré en installant ces centres commerciaux en périphérie, ce que n'a pas fait la Flandre, en tout cas à moindre échelle, et ce que ne fait pas Bruxelles? Est-ce que c'est, selon vous, la plus grosse erreur de la Wallonie d'avoir installé ces centres commerciaux en périphérie? C'est-à-dire que quelque part, la Wallonie ne l'a pas empêché, mais ce n'est pas vraiment les autorités wallonnes qui l'ont... Oui, ce sont des privés. Qui l'ont initié. Ce sont effectivement des privés qui ont... C'est très simple, c'est ce qu'on appelle la financiarisation du retail, c'est-à-dire que nous avons une centaine de commerces en centre-ville, on fait un beau centre commercial avec des cellules plus grandes, plus claires, plus agréables, un espace chauffé en hiver, avec de l'air climatisé en été, des parkings gratuits, et donc on fait migrer les commerçants du centre-ville vers ce retail park ou ce centre commercial, et donc c'est un seul propriétaire qui va s'approprier tous les loyers que ces commerçants ont payés en ville à de multiples propriétaires. Et donc, c'est d'abord une volonté de concentration au niveau financier. Et donc, c'est vrai que ça a été un peu moins marqué, mais attention, je veux dire, nous avons aussi des gros shopping centers du côté flamand. Il ne faudrait pas croire que la situation est légèrement différente, mais elle est vraiment différente avec Bruxelles, mais sur du côté flamand et wallon, sont des différences qui sont quand même à la marge. Et alors, vous parliez justement de ces promoteurs immobiliers qui avaient vu en fait une aubaine dans l'installation de ces centres commerciaux. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Les investisseurs sont un peu plus frileux pour les centres commerciaux. Ah oui, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les cours de bourse, mais cours de bourse sur 15 ans, 20 ans. Donc, si vous arrêtez vous allez voir le cours de bourse sur les 5 dernières années, vous allez être un peu trompé. Prenez les cours de bourse qui remontent jusqu'en 2015. Et donc, vous allez voir que si je prends le leader mondial, Unibail, Rodamco, des centres commerciaux, ils ont pratiquement perdu 50% de leur capitalisation boursière. Je prends une société
sociétés comme Weroldave, ils ont à peu près perdu 25% de capitalisation boursière. Donc, pour les investisseurs, le retail n'est plus un secteur porteur. Et donc, d'ailleurs, la Banque européenne attire l'attention sur le risque de surévaluation des portefeuilles des sociétés spécialisées en immobilier commercial. Et donc, ça veut dire qu'il y a effectivement une bulle spéculative potentielle dans ce secteur-là. Et alors, si on revient au centre-ville wallon, comment faire pour justement redynamiser cette activité commerciale ? Est-ce que les centres-villes wallons peuvent concurrencer ces centres commerciaux ? Est-ce que c'est souhaitable, en fait, finalement ? Alors, certainement pas essayer de les concurrencer sur leur secteur d'activité. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un concept qui est déjà vieillissant. C'est un concept du passé, quelque part, même si ils ont encore de belles années devant eux, mais c'est un concept vieillissant. Et le centre-ville n'a pas du tout intérêt à essayer de rentrer en concurrence parce qu'ils n'ont pas les mêmes atouts. Par contre, la gestion du centre-ville, ça doit être une gestion globale. C'est-à-dire, on doit prendre tous les aspects de ce qui fait la richesse d'un centre-ville. Mais si je m'intéresse à l'activité commerciale pure, sachant que le commerce est induit par l'ensemble des autres actions. C'est-à-dire qu'il faut une bonne accessibilité, une bonne mobilité, du stationnement, il faut de la culture, il faut que les bâtiments soient de qualité. Et donc c'est un travail de partenariat privé-public. Mais donc, si je ne m'intéresse qu'au volet commercial, on a trois types de développement à l'heure actuelle qui sont vraiment intéressants pour les centres-villes. Alors, même si, d'un point de vue image, c'est pas le top, mais les low-end retail, donc les commerces, les magasins moins chers que pas chers. Action, Primark, ce genre de choses. Primark, Action, Shine, tous ces gens-là, Teddy, qui se développent pas mal chez nous. Donc, ces chaînes-là sont intéressées pour venir se greffer soit en péricentrale, soit au centre-ville. Et alors, nous avons surtout, et c'est ce qui fait pour le moment sans doute la plus grande force des centres-villes qui parviennent à avoir un environnement qui les attire, un environnement urbain de qualité, ce sont les nouveaux commerçants qui travaillent sur des secteurs de niche, des magasins hyper qualitatifs. Et eux, le magasin n'est qu'une vitrine, c'est-à-dire leur activité, c'est du digital. Ils travaillent sur les réseaux sociaux, généralement sur 4 ou 5 réseaux sociaux. Ils ont leur communauté, ils sont très interactifs avec leur communauté. Et donc, on a là des commerçants de nouvelle génération qui ouvrent quand ils ont envie d'ouvrir, ou en tout cas quand ils voient que c'est rentable d'ouvrir. Ils peuvent travailler 3 jours semaine, mais ils peuvent décider très bien, aujourd'hui on ouvre jusqu'à 23 heures, et ils préviennent leurs followers qui viennent. Et donc, on a là une nouvelle génération de commerçants qui effectivement, c'est très difficile de matcher avec les commerçants traditionnels parce que le mode de fonctionnement est totalement différent. Ça veut dire que l'e-commerce, finalement, n'est pas un obstacle au développement de l'activité des centres-villes pour les commerçants. Oui, je dirais même que c'est le contraire. L'e-commerce et le développement du digital dans l'activité commerciale, et maintenant on voit de plus en plus de nouveaux outils qui apparaissent parce que on a eu Facebook, on a le TikTok, Instagram, LinkedIn, mais on a aussi maintenant un réseau comme Discord qui prend énormément de croissance. On voit que ces outils-là permettent d'ouvrir des magasins hyper qualitatifs et très beaux, très efficaces dans les centres-villes. Jamais ces gens-là ne vont installer des magasins aussi qualitatifs dans un centre commercial. Ils n'ont pas du tout à installer un magasin de haut de gamme à côté d'un magasin dans un centre commercial. C'est pas du mass market. Eux, ils n'ont pas besoin d'avoir des flots de voitures qui arrivent en centre-ville pour vivre. Au contraire, ils veulent une clientèle plutôt triée sur le volet. Et donc, effectivement, quand je dis trier sur le volet, tout le monde y a accès. C'est ce qu'on appelle les achats impliquants. Donc, ce n'est pas hors de prix. Simplement, ce sont des produits de qualité, des services de qualité et qui touchent toute la population. Et alors, par rapport à une autre solution pour le centre-ville, ce serait une solution qui existait déjà auparavant, qui s'est un peu tassée, ce sont les magasins éphémères. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer pourquoi cette tendance s'est un petit peu atténuée ? Oui, alors c'est une tendance lourde. Les magasins éphémères, c'est extraordinaire parce que, c'est une technique qui permet... Donc, un magasin éphémère, vous pouvez l'ouvrir de 1 jour à 364 jours avec un bail dit commercial de courte durée. Et donc, c'est un système qui fonctionnait
hyper bien, autant pour les propriétaires que pour les porteurs de projets. D'ailleurs, certains propriétaires ne travaillent plus qu'avec des magasins éphémères. Et donc, c'était la marque de fabrique du magasin éphémère, c'est la souplesse. Alors, c'est la souplesse. Nous, on devait être attentifs à ce que ça ne concurrence pas les commerces existants, que ça apporte un plus. Et donc, la souplesse, la vitesse de réaction, etc. Mais avec le nouveau SDT en Wallonie, on a vu apparaître une nécessité, c'est que maintenant un magasin éphémère doit demander un permis d'urbanisme pour pouvoir ouvrir. Et donc quelqu'un qui veut ouvrir un magasin pendant 15 jours pour tester un concept, ou bien pendant 1 mois pour tester un concept, va devoir sans doute passer par un prestataire de service et dépenser plusieurs milliers d'euros pour faire une demande de permis d'urbanisme. Et on connaît le temps administratif, il l'aura dans 8 ou 10 mois. Ça n'a pas et beaucoup donc, de sens. Donc. Autant de démarches pour 15 jours de vente, on perçoit que c'est un concept qui va être en difficulté. S'il veut concurrencer les grands centres commerciaux en périphérie, le centre-ville commercial doit être repensé comme un tout. Accessibilité, mobilité, diversité sont les maîtres mots des centres qui souhaitent se réinventer. Vous étiez en compagnie de Jean-Luc Allongé. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode du jour. Retrouvez-nous dès demain pour poursuivre la semaine en compagnie de votre podcast économique préféré. Avant de nous quitter, Fedra du CCB vous conseille en matière de cybersécurité. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Je suis Fedra, du Centre pour la cybersécurité Belgique. 80% des attaques par ransomware auraient pu être évitées en utilisant l'authentification à 2 facteurs. Souvent, les informations sensibles sont d'abord volées, puis toutes les données sont encryptées et une rançon est demandée. Si vous ne payez pas, les criminels menacent de diffuser les informations volées sur Internet et ne décryptent pas les informations. Outre les coûts élevés liés à la rançon et l'atteinte à la réputation, vous pouvez également être tenu partiellement responsable des fuites de données personnelles, par exemple si votre sécurité n'est pas à la hauteur. L'authentification à 2 facteurs est devenue une mesure de sécurité minimale et de base pour toutes les connexions externes de votre entreprise. Si vous ne l'avez pas, vous risquez d'être tenu responsable de la violation de données et de devoir payer de lourdes amendes, en plus des coûts de la rançon. À partir du 18 octobre, l'authentification à 2 facteurs, qui est une mesure de sécurité de base, deviendra obligatoire pour plusieurs milliers d'entreprises et d'organisations couvertes par la loi NIS. Activez donc immédiatement l'authentification à 2 facteurs pour toutes vos connexions externes. Plus d'informations sur notre site atwork.safenweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.